La fin de la grève chez Total. Après 5 jours de conflit, syndicats et direction ont trouvé un accord qui sera vraisemblablement entériné en Assemblée générale. Les raffineries ont commencé à se remettre à tourner progressivement. À Arcachon, gros coup de colère des ostréiculteurs parce que leurs huîtres sont toujours interdites à la vente. Pour protester, ils ont allumé plusieurs feux sur la plage. 10 d'entre eux sont en garde à vue. À 8 jours du référendum sur la Constitution européenne, le rassemblement des tenants du nom de gauche, une fête à la République. Philippe de Villiers s'empare du Palais des Sports. Quant à Jean-Pierre Raffarin, il participait à un déjeuner buffet pour le oui, alors qu'un tout dernier sondage donne 52% pour le non. Contrairement aux idées reçues, payer par carte de crédit sur Internet est une méthode sécurisée. Une étude parue cette semaine confirme que ce moyen de paiement sur la toile est même préférable à d'autres. Une bonne nouvelle pour les 10 millions de web acheteurs. Et puis le palmarès du Festival de Cannes avec depuis quelques instants le début de la cérémonie de clôture. Le président du jury, Emir Kusturica, indique que l'on sera sans doute étonné. À l'instant, le prix d'interprétation masculine est décerné à l'acteur américain Tommy Lee Jones. Madame, Monsieur, bonsoir. Sortie de crise chez Total, mais les raffineries ne vont redémarrer que progressivement. Après 5 jours de grève, syndicats et direction ont trouvé un accord. Le lundi de Pentecôte sera gelé. Des assemblées générales vont entériner la fin du mouvement et s'éloigne définitivement le risque de toute pénurie. Françoise David. Ceux qui sont pour la reprise du travail, lèvent la main. Unanime il y a 7 jours pour voter la grève, unanime aujourd'hui pour reprendre le travail. Au lendemain d'une nuit de négociations avec la direction à Paris, les employés de la raffinerie de Gonfreville sont satisfaits. Total, qui avait obligé ses salariés à travailler le lundi de Pentecôte, est revenu sur cette décision. Ce qu'on a obtenu, c'est historique, puisqu'en fin de compte, en ce qui concerne le lundi de Pentecôte, la loi Raffarin ne sera pas appliquée chez Total. Pour ce qui concerne les salariés, c'est-à-dire qu'on conserve bien un jour férié, mais par contre, l'employeur, lui, bien sûr, paiera cette cotisation de 0,3%. La raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, en revanche, restera elle fermée jusqu'à l'Assemblée générale de lundi. Mais les délégués syndicaux se félicitaient dès aujourd'hui du résultat des négociations. On arrive à une soirée quand même à résoudre des problèmes et pas des moindres. Donc on s'aperçoit que quand il y a de la volonté quand même de la direction, les points avancent. Dans l'après-midi, direction et syndicats discutaient des conditions de la reprise du travail. Le redémarrage du site devrait prendre au moins 2 jours. À Arcachon, les ostréiculteurs voient rouge pour protester contre la prolongation de l'interdiction des ventes d'huîtres contaminées par des microalgues. Ils ont fait éclater leur colère en allumant des feux sur la plage. Les incidents se sont multipliés. Une dizaine d'entre eux ont été placés en garde à vue. Francis Mazelier, Philippe Dumail. Périmètre de sécurité, filtrage sur la jetée d'Arcachon. Les touristes constatent les dégâts après les débordements de certains ostréiculteurs hier soir. Percuté à 4 reprises par le bateau d'un manifestant, cette vedette de la gendarmerie est en cale sèche. Heureusement, il n'y a eu aucun impact en dessous de la ligne de flottaison. Un seul éperonnage aurait pu peut-être la mettre encore plus gravement en danger. Elle a pu regagner le port. Et il y a également des fusées éclairantes qui ont été tirées en direction de l'hélicoptère. Une seule fusée éclairante aurait pu effectivement embraser l'appareil en vol. La colère après l'annonce d'une nouvelle prolongation de l'interdiction des ventes d'huîtres. Vers 22 h, ils étaient environ 200 à passer à l'action, certains difficilement contrôlables. Résultat, le nombre de gardés à vue est de plus en plus important. Parmi eux, l'auteur présumé de la collision avec la vedette des gendarmes, mais aussi le président du syndicat des ostréiculteurs. Avant d'être entendu, il condamnait tout dérapage. Nous, on a dit depuis 3 semaines qu'on ne couvrait aucune casse, qu'on ne couvrait aucune exaction et qu'on restait civique et honnête. Une fusée de détresse toute symbolique. Cela fait maintenant 3 semaines de chômage technique à cause de la présence d'algues toxiques dans la dinophysis. Quant aux aides, les ostréiculteurs les jugent insuffisantes. Ils veulent donner 400 € ou je sais pas quoi, beaucoup de promesses, mais on sait qu'on n'aura rien. Tout ce qu'on demande, nous, c'est d'être ouverts, c'est tout. Cet après-midi, le fil du dialogue a été renoué entre les ostréiculteurs et le préfet de Gironde. Avant de nouveaux tests d'Ifremer la semaine prochaine, la tendance est donc à l'apaisement sur le bassin d'Arcachon. À Montélimar, après un drame familial hier, le meurtrier présumé de l'adolescente poignardée avec sa mère à la sortie de l'école. Cet homme qui était en fuite a été arrêté. La jeune fille n'a pas survécu à ses blessures. La mère est hors de danger. L'émotion reste très vive. Les enfants et leurs parents ayant assisté à cette agression dont les mobiles sont incertains. Virginie Fichet, Philippe Filet.
Ce sont des résidents de ce foyer Sonacotrin qui l'ont reconnu et ont prévenu la police. Vers 12h30, l'homme recherché depuis hier pour le meurtre d'une jeune fille et l'agression de sa mère est appréhendé ici même. Il se rend sans résistance. Il avait l'air fatigué, un peu hagard et puis vraisemblablement désemparé. Il était soulagé d'être remis à la police en quelque sorte. La nouvelle de son arrestation s'est rapidement répandue dans le quartier de Pracontal comme un apaisement après un choc violent. Je suis soulagée pour nos enfants, pour tout le quartier, quoi. Ça s'est passé hier, c'est encore dans nos têtes, on voit les actes, on voit la fille allongée sur le sol, on voit le sang qui fuse. Voilà quoi, on n'est pas encore conscient. Hein. Hier midi, l'agression a eu lieu à la sortie de l'école, sous les yeux de nombreux enfants, pour qui les traces seront encore plus longues à effacer. Ce matin, les mamans nous ont rapporté que les enfants avaient eu d'énormes problèmes pour s'endormir, voulaient laisser la lumière allumée, avaient peur qu'on vienne les tuer à l'école ou à la maison. Surtout pas empêcher le cours de la vie, surtout pas. C'est pas besoin d'être traumatisé plus en disant non, faut surtout pas aller à l'école, surtout pas. Surtout pas, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'ils soient avec leur maîtresse et puis qu'ils en parlent entre eux. Ce soir, le beau-frère et meurtrier présumé d'Adila est toujours en garde à vue. La mère de la jeune fille, elle, reste hospitalisée, mais semble hors de danger. À 8 jours du référendum, le non reste en tête d'après tous les sondages de cette semaine et le dernier en date, à paraître demain, donne 52% favorables au non, 48% pour le oui, selon l'IFOP pour le journal du dimanche. Il ne s'agit, c'est vrai, que d'un indicateur, un reflet de l'opinion interrogée hier et avant-hier. Et chacun affûte ses arguments. Philippe de Villiers fait son plus grand show de campagne au Palais des Sports, aujourd'hui devant 4000 sympathisants. Arnaud Boutet. L'entrée se fait à petits pas. Cela fait des années qu'il n'avait réuni autant de monde. 5000 personnes, dont une poignée d'Arméniens. Et dès ses premiers mots, c'est à eux qu'il s'adresse pour appuyer son thème de prédilection. Honneur à l'Arménie martyre. Nous n'accepterons jamais que la Turquie entre dans l'Europe à cause de vous. Philippe de Villiers répète que le non sauvera l'Europe. Et il se moque du fameux plan B, car pour lui, le oui signifie le plan D. D, ça veut dire délocalisation, déréglementation, déferlante migratoire. Les pics se suivent et Jacques Chirac en fait les frais. Il faut avoir la foi et jouer la carte de l'Europe, toujours la même rengaine. Europe, Europe, Europe. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde. Vous savez qui ce sera le chef du non le 30 mai au matin? Le chef du non le 30 mai au matin, ça sera Chirac. Si le non l'emporte, Philippe de Villiers rêve de transformer l'essai, reconstruire un grand parti politique pour préparer les prochaines échéances, un retour par la grande porte. Et toujours du côté du non, rassemblement en place de la République où se sont retrouvés les militants du non de gauche. Une fête unitaire où se côtoient les stands du Parti communiste, du Parti socialiste, de la FCR. Laurent Fabius a finalement décidé de ne pas y aller. Étaient présents Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon ou encore Olivier Besançon. Dans le camp du oui, le Premier ministre à Garges-les-Gonesse participait à un déjeuner buffet. Jean-Pierre Raffarin qui appelait les électeurs à ne pas être frileux avec l'Europe. Jean-Baptiste Prédali, Bruno Vignet. Est-ce que tout va bien, oui? Tout va bien? Que tout aille bien, c'est plutôt un objectif par ces temps de sondage au plus bas et de non toujours haut. Et au détour de la campagne pour le oui, il y a même pour Jean-Pierre Raffarin un peu de réconfort. Monsieur le Premier ministre, vraiment je suis en admiration, vous avez parlé avec votre cœur et ça m'a beaucoup touché. Certains parmi ses amis lui déconseillent de trop se montrer, voire de faire campagne pour le référendum. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin s'est entouré de ses ministres sociaux comme Jean-Louis Borloo. À Garges-les-Gonesse, avant le déjeuner, la salle est déjà convaincue. Les ministres, eux, peaufinent leurs arguments et Jean-Pierre Raffarin se laisse un peu emporter par ses formules. Je réponds oui. On n'a pas à avoir peur des autres. Les autres nous renforcent. C'est en allant vers eux, c'est en les écoutant, c'est en nous ouvrant à eux que nous nous renforçons. Alors dans ce débat, qui est un débat européen, ne soyons pas frileux, ne soyons pas frigides. Ayons confiance dans les forces de la France. Lundi, Jean-Pierre Raffarin sera de nouveau en meeting chez lui à Poitiers avec Nicolas Sarkozy. Pour lui, la campagne continue. Accessoirement, il compte encore se montrer sans mettre son drapeau dans sa poche.
Enfin, François Bayrou a appelé à un oui de résistance alors que le pays traverse, dit-il, une mauvaise passe. Lors d'un meeting à Paris, le président de l'UDF souligne que ce référendum transforme chacun des citoyens en décideur suprême. Chaque bulletin compte. Et comme chaque soir, un éclairage sur le traité constitutionnel. Qu'en est-il de l'Europe et de l'immigration? Comment les États membres comptent gérer ce dossier si le oui l'emporte? Comment faire face? Avec quelle politique aux frontières? Pauline Revenaz. Une immigration à deux visages, celle que l'on peut contrôler, régulière, et celle-ci, d'immigrés clandestins. Des milliers de candidats partis d'Afrique échoués sur une plage italienne. Premiers concernés, les pays d'Europe du Sud. Jusqu'à présent, pas de réelle stratégie commune car toutes les décisions sont prises à l'unanimité et les blocages sont nombreux. Avec la Constitution, les questions d'asile et d'immigration seraient votées à la majorité qualifiée. Les tenants du non déplorent que ces domaines échappent à la compétence des États membres. Pour les partisans du oui, c'est la suite logique des accords de Schengen. Ouvrir les frontières intérieures mais sécuriser à l'extérieur avec à terme la création de gardes-frontières européens. Selon l'article 3, 262, l'Union développe une politique commune de l'immigration. L'Europe à la démographie déclinante sait qu'elle aura besoin de main-d'œuvre. Mais sur la question des quotas, chaque État membre reste libre de fixer les volumes d'entrée des étrangers. Que deviendront les 700 000 immigrés que l'Espagne a récemment régularisés? Munis d'un titre de séjour, ils ne pourront travailler qu'en Espagne, mais circuler librement dans l'Union. La France s'en inquiète. Elle entend lutter contre le travail clandestin et cherche, en accord avec 4 autres pays européens, à renforcer les contrôles aux frontières intérieures de l'Europe. À l'évidence, les résultats du référendum français ne manqueront pas d'avoir un impact immense sur nos voisins européens, à commencer par les Pays-Bas où se déroulera quelques jours après leur propre référendum sur la Constitution européenne. Pour les Néerlandais, ce référendum est consultatif, mais d'ores et déjà, les parlementaires ont déclaré qu'ils vont s'aligner sur les électeurs si la participation atteint 30%. Alors avant le verdict des urnes, le 1er juin prochain, voyons dans quelle ambiance les Néerlandais commentent et analysent l'exemple français. Amaury Guibert, Philippe Muchrat. Ils sont bien seuls, ces militants du oui. À moins de 2 semaines du référendum aux Pays-Bas, difficile de susciter l'intérêt et ces nouvelles de France qui n'annoncent rien de bon pour eux. Je n'espère vraiment pas que la France vote non à la Constitution. Ça serait une catastrophe, à la fois pour l'Europe et pour les Pays-Bas. Alors on a décidé d'envoyer certains de nos militants en France pour soutenir la campagne du oui. Les Pays-Bas votent 3 jours après nous et là-bas aussi le non a le vent en poupe. Ce soir-là, à l'université d'Amsterdam, le débat a fait salle comble. Au centre, des députés, pour le oui ou pour le non, tous avec un œil intéressé sur la campagne française. Un oui français serait bon pour les Pays-Bas. Est-ce que ce sera décisif? Je ne le pense pas. Si un grand pays comme la France vote non, alors nous aussi on peut se permettre de dire non. Mais à la différence de la France, la campagne est ici très discrète, à l'image de ce panneau d'affichage, le seul visible à La Haye, la capitale. On est loin de l'effervescence française et beaucoup le regrettent, comme ces clients d'un restaurant français d'Amsterdam. La campagne ici est vraiment faible, mais bon, il faut bien noter une chose, c'est la première fois qu'on parle vraiment d'Europe ici. Avant, quand les politiques s'occupaient de ça, c'était ok, tout était bien, tout le monde était pour, sans jamais se poser de questions. Le référendum français pourrait bien avoir un effet domino sur celui des Pays-Bas, que ce soit pour le oui ou pour le non. Mais l'autre grande inconnue, c'est de savoir si les Hollandais iront voter en nombre pour le premier référendum national de l'histoire moderne du pays. L'actualité internationale avec 2 affaires qui accentuent encore davantage le sentiment anti-américain en Irak. D'un côté, les photos volées de Saddam Hussein, publiées à Londres puis à Bagdad. De l'autre, les probables profanations du Coran à Guantanamo. Des témoignages de prisonniers ont été confirmés par la Croix-Rouge internationale. Dominique Derda. À la une de la presse irakienne, voilà Saddam Hussein en sous-vêtements. C'est un journal populaire britannique qui s'est procuré les clichés pris, paraît-il, par des militaires américains. À Bagdad, où on en a vu d'autres, surtout depuis le scandale des tortionnaires d'Abu Ghraib, ces photos ne suscitent guère qu'indifférence. Moi, qu'il soit habillé ou en slip, ça m'est égal. Il nous a fait bien trop de mal pour que je le plaigne.
À Washington, en revanche, l'embarras est palpable. George Bush promet une enquête et affirme que les auteurs de ces photos seront retrouvés et châtiés. Depuis une quinzaine de jours, la Maison-Blanche doit faire face à une série de révélations pour le moins gênantes. Dernière en date dans le New York Times, les conclusions d'une enquête classée confidentielle défense dans laquelle il apparaît que 2 prisonniers afghans sont morts des suites de sévices qui leur ont été infligés sur la base aérienne de Bagram. J'ai été profondément choqué par cette histoire, dit Hamid Karzai à la veille de son départ pour les États-Unis. Nous exigeons des Américains qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Lorsque le magazine Newsweek a révélé qu'à Guantanamo, des geôliers auraient jeté aux toilettes un exemplaire du Coran, de violentes manifestations ont éclaté en Afghanistan. Sous la pression du ministère américain de la Défense, Newsweek depuis est revenu sur ces affirmations, mais rien n'y a fait. En Palestine, en Somalie ou comme ici en Inde, le ressentiment anti-américain n'a jamais été aussi fort dans le monde musulman. Et puis, ce rappel quotidien, notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont retenus en Irak depuis 136 jours maintenant. L'histoire avait fait grand bruit à l'époque aux États-Unis. C'était il y a 8 ans. Une enseignante américaine avait été condamnée à plusieurs années de prison pour avoir aimé un de ses élèves avec qui elle a eu un enfant, puis un autre, alors qu'elle avait été libérée sous caution. Une histoire d'amour qui triomphe finalement. Ils se sont mariés hier. Marie, 43 ans, Willy, 22 ans. Alain Chalon. La limousine est grande comme une histoire d'amour. Une histoire à rebondissement qui vient de trouver son issue heureuse par ce mariage discret à l'abri des regards. Enfin, pas de tous les regards. Les droits télévisés ont été vendus en exclusivité $1 million. Comme quoi passion et sens des affaires peuvent faire bon ménage. 1997, Mariké Le Tourneau est la vedette d'un procès retentissant. Professeure de collège, 34 ans, mariée avec 4 enfants, elle est accusée de viol sur mineur, un de ses élèves, Willy, qui avait 12 ans à l'époque des faits. Elle est enceinte de son jeune amant. Son plaidoyer est pathétique. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas le droit de faire. Moralement ou légalement. J'ai eu tort et j'en suis désolée. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-nous tous. La justice l'entend. La jeune femme est libérée à condition de ne pas revoir Willy. Ce qu'elle s'empresse pourtant de faire, aussitôt après avoir accouché. Pas de chance, ils sont pris la main dans le sac, si l'on peut dire, une patrouille de police les découvrant lacés au bord d'une route près de Seattle. 1998, deuxième procès, on ne plaisante plus. Mariké a la tenue orange des grands criminels. Elle a beau être encore enceinte, pas de pitié cette fois-ci, 7 ans et demi de prison qui laisse le jeune garçon, qui a à ce moment-là 14 ans, désespéré. Je suis toujours amoureux, profondément amoureux. Mariké fera l'intégralité de sa peine jusqu'à l'été dernier. Willy a 22 ans, il est majeur et a attendu. Le couple annonce son intention de se marier. C'est chose faite depuis hier. Happy end. En France, les agissements d'un prêtre de Toulon qui menait un train de vie bien au-dessus de ses moyens ont intrigué ses paroissiens. Cet homme d'église a été écroué mercredi. Il est soupçonné d'avoir dépouillé 2 de ses ouailles de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mathieu Proust, Benoît Jourdan. L'église de la Loubière, sur les hauteurs de Toulon, reste dédiée à l'Immaculée Conception. Mais demain, la messe y sera dite par un nouveau prêtre. C'est par le journal local de ce matin que les paroissiens ont appris l'incarcération de leur curé. Je ne le trouvais pas vraiment dans la peau d'un curé, quoi. J'ai su qu'il était avocat de métier. Je l'aurais mieux situé dans ce métier-là. Ça m'inspire de la tristesse, de l'étonnement, parce que c'est vrai que c'était un prêtre qu'on connaissait et qu'on aimait bien. Je sais pas, il me faisait une bonne impression cet homme. Ben, comme quoi on se trompe, hein. Fin 2004, une banque écrite au procureur de la République s'alarmant de transfert de plusieurs centaines de milliers d'euros du compte d'une paroissienne à celui du prêtre. Informé, l'évêque saisit à son tour la justice et récuse le curé. Un prêtre à qui on attend une certaine probité, une certaine honnêteté, ne peut pas avoir un tel comportement et cette condamnation, elle est perpétuelle. L'argent détourné aurait servi à acheter et rénover une villa à Carqueiranne, près de Toulon. Depuis mercredi, c'est à la prison de la Farlède que réside le prêtre qui n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Il est temps de tordre le cou à une idée reçue. Sur Internet, les achats par carte bancaire n'ont rien de dangereux, au contraire. D'après un rapport publié cette semaine, le réseau Internet est plus sûr pour toutes sortes de transactions. Le piratage est un mythe et ça tombe bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer l'achat en ligne. Les ventes sur Internet ont progressé très fortement. En 2004, on compte plus de 10 millions de cyberacheteurs. Yvan Martinet. Des DVD, une centaine. Des CD, une centaine aussi. Une peluche, des chèques loisirs, une paire de chaussures, des logiciels, une clé USB et une cinquantaine de livres. Tout ça acheté sur Internet. Tout ça acheté sur Internet. Donc, comme ce jeune homme, 10 millions de Français ont désormais l'habitude de faire leurs courses sur Internet. En 2004, les ventes en ligne ont explosé, plus 53%. Selon l'Observatoire de la cyberconsommation, cette évolution est due à la sécurisation des paiements. Mais encore faut-il s'assurer du niveau de sûreté offert par le site. Nous sommes sur une interface de paiement sécurisée. On peut s'en assurer en regardant donc l'adresse qui figure ici, qui commence donc par HTTPS. Et le petit canal jaune qui est ici, qui atteste également qu'on est bien sur une zone cryptée, que les données du client sont protégées. La peur de donner son numéro de carte bancaire en ligne s'efface pour le plus grand bonheur des commerçants du web. Cette entreprise enregistre désormais 10 000 transactions par jour. Les cyberconsommateurs français dépensent en moyenne 54 € par an sur le web et ce chiffre va crescendo. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont passés sur des achats d'appareils photo numériques, d'écrans plasma, du high-tech avec des valeurs beaucoup plus engageantes qui prouvent bien qu'en fait ce problème psychologique de confiance a été résolu. Aujourd'hui, près de la moitié des ventes par correspondance sont réalisées sur Internet. Aujourd'hui, lancement officiel de la campagne de dons de la Croix-Rouge. Depuis 2003, l'organisation caritative est représentée par une jolie ambassadrice très active, Adriana Carambeu, qui participait à une quête à Strasbourg ce matin. Au total, 30 000 bénévoles vont faire appel à la générosité des Français, comme chaque année. Pour tenter d'arrêter de fumer, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir décrocher. Pourquoi ne pas essayer la cure anti-tabac, une cure thermale, le dernier né du genre, avec sophrologie et travail d'équipe. Reportage Vanessa Rouet, David Bress. À Luchon, au pied des Pyrénées, les matins du fumeur en cure anti-tabac sont plutôt studieux et techniques. Au programme, gargarisme, humage ou... l'aérosol sonique. Il met ça au nez et il respire normalement. Ça va lui dégager les muqueuses, il me semble. Dégager les muqueuses, libérer les bronches, des soins thermaux que s'est imposé Philippe Goebel, 45 ans, dont 20 passés avec la cigarette, un divorce jusqu'ici en douceur. Très zen, très relax. Ça fait énormément de bien. Ça va vraiment de pair avec l'oubli du tabac et l'oubli de la cigarette. Vous êtes conscient de votre corps relâché, la tête, le visage. Après les bronches, libérer l'esprit. La sophrologie au service du sevrage tabagique à en devenir accro. Sans effort. Quand je suis vraiment pas bien, que je suis en manque de cigarettes, on peut le faire tout seul, mais ça marche comme ici, quoi. C'est pareil. On n'a pas besoin de vous quelque part par là. C'est dénouer quelque chose, c'est dénouer un programme, qui était le programme de la cigarette, et renouer sur un autre programme, je suis libre. En quelques jours. Dernière étape, mesurer le taux de monoxyde de carbone encore présent dans les poumons. Dès l'arrêt du tabac, le résultat est net. Bravo, deux, bravo. Passé les réjouissances, les mises en garde de Michel Lama, tabacologue. Parce que vous la méritez. Vous allez avoir 3 mois difficiles. Mais plus vous vous éloignez de la dernière cigarette, et plus vous êtes dans un monde de liberté de ne pas fumer. Après la cure, chaque participant sera suivi grâce à un questionnaire envoyé régulièrement pendant 18 mois, histoire de savoir s'il a gardé ou pas la liberté d'une vie sans tabac. La passion de la paléontologie contamine tout un village du sud de la France. Les fouilles ne durent que quelques semaines dans l'année, mais chacun attend ce moment avec impatience. Les habitants de Cruzy sont associés depuis 10 ans au travail des chercheurs et deviennent de véritables spécialistes des dinosaures. Agnès Monteux, Édouard Perrin. Cruzy, un petit village tranquille où le temps semble carrément s'arrêter quelques semaines dans l'année.
La pharmacienne s'est absentée, le garde champêtre a délaissé son uniforme et dans les vignes de ce viticulteur, plus personne. Dès 9 h du matin, le travail est terminé. Le propriétaire peut s'éclipser. Tous se sont donné rendez-vous dans une carrière. Aux côtés de spécialistes, ils fouillent pour faire revivre d'anciens occupants des lieux, vieux de 70 millions d'années. Si, c'est dur. C'est dur. Des fois, on a des croqueurs, on dit tiens, voilà, il peut y avoir quelque chose, et puis après, en définitive, c'est que du caillou. Il faut être patient parce que des fois, on en a marre et on donne des coups de couteau trop forts et ça y est, ça explose. Et on a perdu le trésor. Ces trésors, justement, les voici. Des œufs et des fémurs géants de dinosaures, des dents de crocodile, tous trouvés sur ce site exceptionnel, une ancienne rivière où tous les animaux de l'époque se sont croisés. Sur place, peut-être un nouveau trésor que Didier le viticulteur vient de trouver. Je pense que c'est une dent de crocodile, mais je veux avoir plus de certitude. C'est apparemment une dent de crocodile. Le spécialiste du CNRS lui donne raison. Si on a vraiment l'œil, disons l'œil très avisé, on arrive quand même à essayer de déterminer quand même si c'est un os ou pas. Ici, on a eu affaire à des gens qui s'intéressaient beaucoup. La plupart d'entre eux, très rapidement, sont devenus des professionnels en ce qui concerne la fouille paléontologique. Tellement pro qu'ils ne veulent plus s'arrêter. Didier et Francis, le garde champêtre, cherchent tous les week-ends de nouveaux fossiles. Moi, j'aimerais bien il va falloir venir faire un tour, hein, parce que... Cette fois-ci, ils trouvent des coquilles d'œufs de dinosaures. C'est le rêve de l'enfant, c'est l'aventure. L'aventure scientifique, parce que là, quand même, hein, bon, ça fait plaisir. Hein, à ce niveau, on se régale. Hein, on apprend des choses, on est comme à l'école, nous. Hein. Une aventure scientifique et surtout une aventure humaine. Depuis 10 ans, chercheurs ou villageois ont appris à bien se connaître, à s'apprécier pour fouiller leur passé. Quand on reparle du loup, le préfet de l'Isère vient d'autoriser l'abattage d'un de ces animaux. Il s'agit de neutraliser ce loup soupçonné d'avoir tué déjà 5 génisses. Le gouvernement a autorisé jeudi des tirs anesthésiants pour le capturer. Aujourd'hui, on est passé aux tirs par balle. Partons en région parisienne pour le château de Courran. Ce week-end, bassins et fontaines du parc permettent ces reconstitutions historiques ou ces régates de modèles réduits, des centaines de bateaux, de voiliers ou encore de gondoles. Yann Jiquel, Virginie Travers. À quelques kilomètres de Fontainebleau, des sous-marins soviétiques nucléaires d'attaque naviguent en toute liberté. L'Aquila 2 étant plongée, tout y est. Enfin presque. Aïe aïe aïe, le mousse a oublié de remonter à bord. À voile ou à vapeur, bienvenue dans un monde de fêlés. Je suis en train d'essayer d'allumer le gaz. Lorsque la pression sera atteinte dans la chaudière, on va ouvrir la vapeur qui va se déplacer. C'est parti, les cœurs de ces pêcheurs de rêve battent au rythme des bielles. Le plaisir, c'est vraiment de voir la fumée, là, comme aujourd'hui, il y a un peu d'humidité dans l'air. C'est beau. C'est beau comme ce canot de vitesse en acajou. Vous êtes un grand enfant? On peut dire ça, oui. Oui, bah, c'est un système, c'est une machine à vapeur. Hein. Machine à vapeur, bicylindre en ligne, ce qu'on appelle les moteurs pylons. Et avec coulisses de Stephenson pour la marche arrière. Des grands enfants surdoués. Ça, c'est une vedette des ponts et chaussées du début du XXe. Tout y est, même la bouteille entamée. Dans les entrailles, 4000 heures de travail et de débrouille. Le tuyau, là, c'est un copain qui m'a donné ça. J'ai taillé ça sur la table de salle à manger, fait des trous à la lime, à la perceuse pour... Et puis après, je me suis équipé en matériel quand même. Mais c'est de la folie. Oui. Un virus, c'est un sacré virus. À Courance, tout est tellement réaliste que même les plus grands skippers s'y sont laissés prendre. Pour dire des skippers, des vrais skippers qui ont essayé nos bateaux, on a les mêmes sensations. Et des sensations, il y en a pour tous les âges, les grands comme les petits. Et restons sur l'eau, la fête du nautisme à Antibes. Comme chaque année, les enfants sont les premiers concernés. Des marins en herbe, Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. Jouer à cloche-pied sur les vagues, se prendre pour Nemo, le capitaine, pas le poisson. La fête du nautisme, c'est un peu une cour de récré sur l'eau. La mer, c'est un espace de jeu et un terrain de sport aussi
passionnant et émouvant aussi, puisque c'est un élément et que, comme tout élément, on y retrouve beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir. Le plaisir dès l'embouchure du port, à condition bien sûr d'en sortir. Le kayak des mers, c'est pas toujours facile. Moi j'en avais déjà fait à deux et quand tu es tout seul c'est un peu plus dur. Moins physique, plus insolite, la découverte du milieu aquatique. C'est un peu bizarre, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissait ça. Comment on l'a appelé celui-ci? Incontinent et démasqué, le concombre des mers, cousin de l'étoile, voisin de l'oursin, super-héros de l'aquarium tactile. Dès qu'il a assez pris d'eau, ça le lance. Ludique et pédagogique, de quoi donner l'envie d'aller voir de plus près. J'ai vu des tortues, un morse, un requin et voilà. En plastique? Oui. Les vrais, ce sera lors du grand saut dans l'eau salée. La fête lui aura permis de se familiariser gratuitement avec les activités nautiques, leur hôte et ses habitants, pour plus tard savoir les respecter. Tennis avec le tournoi de Roland-Garros à partir de lundi prochain et en direct sur France Télévisions. Parmi les espoirs du tennis français, Gaël Monfils à l'entraînement avant le grand jour, Nathanaël de Rinxin, Philippe Quéroux. C'est parti. À Roland-Garros, c'est un peu l'attraction du moment. J'ai gagné. Éclat de rire et bonne humeur, Gaël Monfils étonne. Prête, allez, remonte. Frappe de mule et gestes techniques, même à l'entraînement, il assure le spectacle. À l'heure de la pause, les petits ramasseurs de balles se pressent dans les tribunes pour voir ce garçon de 18 ans qui leur ressemble tant. Il se trouve déjà qu'il n'est pas très âgé et qu'il arrive à jouer à un niveau très élevé. Donc c'est assez impressionnant. Il dit qu'il plaît beaucoup aux filles. Oui. Et lorsque les jeunes de son âge préparent le bac, Gaël lui prépare Roland-Garros. Mais ne croyez pas que c'est facile. De temps en temps, il faut le pousser un petit peu. Mais quand on le pousse, généralement, c'est pas parce qu'il est feignant en fait. Maintenant, moi, je commence à mieux le cerner. C'est juste parce qu'il sent un peu de tension arriver en lui. Si Gaël a son petit caractère, il a aussi un look soigneusement travaillé. Ça tombe bien. Originaire des Antilles, il a grandi à Paris et incarne parfaitement la cible actuelle de certains équipementiers. Je suis en train d'écrire un message à Richard Gasquet. Je donne le numéro de... SMS, fringues, musique, Gaël est un garçon comme les autres. Et sans ces rendez-vous orchestrés par son sponsor, il serait presque impossible d'imaginer que la semaine prochaine, il va participer à Roland-Garros. Pour l'instant, je ne sais pas trop de penser à Roland-Garros. C'est dans une semaine, pour l'instant, je reste cool. On va dire je rêve de Star Wars en ce moment, quoi. En attendant de croiser son premier adversaire, Gaël Monfils a pu découvrir cette expo photo qui lui est entièrement consacrée. Une manière comme une autre de constater qu'il est attendu un peu comme le Messi cette année à Roland-Garros. Et demain, le stade de Roland-Garros ouvrira ses portes à midi pour la journée Béni Berthet, des matchs exhibition. Les bénéfices de cette journée iront à diverses associations caritatives. Un mot de football avec la victoire d'Arsenal en finale de la Coupe d'Angleterre contre Manchester United. Après avoir dominé pendant toute la rencontre, Manchester s'est finalement incliné à l'issue de la séance de tir au but 5-4. C'est le Français Patrick Vieira qui offre à Arsenal la 10e coupe de son histoire. La fin du Festival de Cannes avec depuis près d'une heure maintenant le palmarès, la grande distribution des prix au cours du gala de clôture avec pour maîtresse de cérémonie Cécile de France. La Palme d'Or vient d'être décernée aux frères Dardenne pour l'enfant. Les frères Dardenne qui ont dédié leur prix à Florence Aubenas et Hussein Hanoun. Prix d'interprétation Tommy Lee Jones, les lauréats avec Pascal Deschamps. Ils rejoignent le club très fermé des doubles palmes d'or. Les frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre, venus de Belgique et du documentaire, ont bouleversé la croisette avec l'enfant. Kusturica voulait mettre en lumière un cinéma intelligent qui prend au tripes. C'est chose faite. Merci au jury d'avoir aimé notre film. Merci beaucoup. Mon frère et moi, nous voudrions dédier cette palme à Florence Aubenas et son chauffeur et guide Hussein qui sont enfermés en Irak. On les disait favoris, Jim Jarmusch et son joli film Broken Flowers. Ils reçoivent le grand prix du jury, l'histoire d'un homme qui part à la recherche d'un enfant dont il ignorait l'existence. I'm speechless. Je suis incapable de parler. I would like to very proudly accept this on C'est avec behalf of all of fierté que those j'accepte of us cette who made this récompense au nom de film. toutes les personnes qui ont We fait all ce are film. L'autre grand vainqueur du palmarès, c'est lui, l'acteur américain Tommy Lee Jones, réalisateur de 3 enterrements présentés hier soir.
et dans lequel il joue. Il reçoit le prix d'interprétation masculine, mais aussi celui du scénario, écrit avec le scénariste mexicain Guillermo Arriaga. Du cinéma américain comme Kusturica Salem, généreux et engagé à la fois. Prix d'interprétation féminine pour l'actrice israélienne Anna Laszlo, l'émouvante héroïne de Free Zone d'Amos Gitaï. Elle a tenu à dédier son prix à sa mère, survivante de l'Holocauste, et aussi et les victimes de tous les bords, du bord arabe et du bord palestinien. Qui a gagné le prix de la mise en scène? Déception en revanche pour Michael Haneke, l'autre grand favori des festivaliers avec Caché, film trouble et dérangeant. Il ne repart qu'avec le prix de la mise en scène, ce sera le seul prix de la sélection française. Il a tenu à remercier ses acteurs. Et avant tout naturellement à mes acteurs qui malheureusement ne sont pas ici aujourd'hui, Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Pénichou, Walid Afkir, tous ceux qui sont l'âme de mon film et que je salue et je vous aime. Si l'on ajoute le prix du jury au film chinois Shanghai Dreams, on aura bouclé un palmarès qui laisse encore beaucoup de grands films aux marches du palais. Mais c'est la règle. Musique, après 8 ans de silence, voici le nouvel album de Catherine Lara, sans doute le plus intime, le plus sobre et aussi le plus abouti, comme le début d'une nouvelle vie. Sophie Jouve, Mathieu Drejoux. Elle s'était éclipsée, la femme au violon. 8 ans sans chanter. Dans le jeu de l'indifférence, tu coupes à cœur, tu joues la carte du silence. 8 ans à l'écart de la vie parisienne, Catherine Lara a pris le temps de vivre, d'aimer, de se découvrir. À un certain moment, j'avais l'impression d'être un peu comme un couple fatigué. La chanson et moi, on était un peu tannés. On n'avait plus beaucoup de désir. Alors, je crois que dans ce cas-là, c'est bien de se séparer. J'ai pris l'air. Et ce recul était nécessaire. Et je crois que l'envie d'écrire les mots, plus que les notes, a été le déclencheur. Un album fait maison. Et pour la première fois, elle ose ses propres textes. Sans autre effet ou artifice que l'envie de se livrer. À fleur de peau. Je voulais pas dire le mot amour, parce que c'était trop facile, trop simple. Ce serait trop beau. Donc on détournait toujours ce mot-là et finalement c'est tellement bien de dire l'amour, de dire je t'aime, ou de dire ce mot-là, il est sublime. Et peut-être que voilà, le temps d'une espèce de pudeur est passé. C'est venu un peu tard, c'est vrai. Mais enfin bon, il n'est jamais trop tard pour s'épanouir. Passe-moi le ciel, un album lumineux. Catherine Lara est bien de retour avec sa formidable énergie, mais plus sereine. C'est peut-être ça, dit-elle, la maturité. Et avant de refermer ce journal, on a appris le décès du philosophe Paul Ricoeur. Il s'est éteint hier à l'âge de 92 ans, penseur et universitaire. Jacques Chirac a salué un homme de foi et de conviction, un esprit libre qui n'éludait aucun de ses défis, de la bioéthique à l'écologie. Paul Ricoeur avait écrit une trentaine d'ouvrages, un protestant militant, réfractaire au bruit médiatique. Son dernier livre, Parcours de la Renaissance, était paru l'an dernier. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. 20h55, un téléfilm en 2 parties. Justice de femmes avec Clémentine Sélarié. Minuit 30, le dernier journal. Jean-Claude Renaud. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.